les montagnes américaines recèlent des secrets qui défient toute explication. 2 personnes. 2 histoires complètement différentes. L'une s'est terminée en tragédie, l'autre s'est terminée par un retour sans mémoire. Le 7 août 2013, la photographe professionnelle Christina Newell est arrivée à l'aube au point de vue de Donnell Vista, dans la Sierra Nevada. À cet endroit, 3 personnes avaient déjà disparu avant elle. Sa voiture a été retrouvée fermée à clé. Son téléphone et ses clés se trouvaient à l'intérieur. Christina elle-même avait disparu. 47 jours plus tard, seules ses chaussures ont été retrouvées au bord d'une falaise. Photographe professionnelle, spécialisée dans la photographie de paysages, Christina avait prévu de photographier le lever du soleil sur le réservoir Donnell, l'un des plus beaux sites de Californie. Elle ne pouvait pas savoir qu'elle allait devenir la 4e personne à disparaître dans cet endroit maudit au cours des 8 dernières années. Donnell Vista Point est un belvédère isolé situé à 2100 mètres d'altitude dans la forêt nationale de Stanislaus. Une route de terre de 12 km mène de l'autoroute 108 à un petit parking, d'où un sentier de 400 mètres descend jusqu'au belvédère lui-même, offrant une vue panoramique sur un réservoir émeraude, entouré de falaises de granit et de forêts de pins. La beauté de cet endroit est trompeuse. Depuis 2005, 3 personnes ont disparu, sans laisser de traces dans un rayon de 5 km autour de la plateforme d'observation. Le 23 juin 2005, Nita Mayo, une étudiante de 24 ans originaire de Sacramento, a disparu. Le 15 septembre 2010, Patricia Tolhurst, une randonneuse expérimentée de Modesto, âgée de 52 ans, n'est pas revenue d'une randonnée. Le 11 mai 2012, Breck Phelps, un biologiste de 37 ans qui étudiait la faune locale, a disparu. Aucune de ses affaires n'a été résolue. Aucun corps n'a été retrouvé. Aucun indice. Molly Fuller, garde forestière qui travaille dans la région depuis 19 ans, a admis dans une interview accordée à un journal local. Il n'y a aucune explication rationnelle à ce phénomène particulier. Le terrain est difficile, certes, mais il n'est pas plus dangereux que des dizaines d'autres zones de la Sierra Nevada. Les gens se garent ici et disparaissent tout simplement. Ce n'est pas normal. Christina a quitté San Francisco après la tombée de la nuit. Les données GPS de son smartphone, récupérées par la suite par les enquêteurs à partir des enregistrements de son téléphone portable, ont montré qu'elle était arrivée au parking de Donnell Vista à 7h12. Le lever du soleil ce jour-là était à 6h40, mais Christina a probablement été retardée en chemin ou s'est arrêtée pour prendre d'autres photos, une pratique courante chez les photographes paysagistes professionnels. Elle est temteito de l'huile. Selon ses proches, Christina préférait souvent travailler seule, afin de ne pas être distraite et de pouvoir se concentrer entièrement sur sa photographie. Son fiancé, Michael Strand, a déclaré au détective qu'il était au courant des projets de Christina pour cette journée. Elle allait partir tôt le matin, passer quelques heures peu là-bas et revenir pour le déjeuner. Nous avions prévu de déjeuner ensemble à 13h. C'était ponctuel. Comme elle ne répondait pas à mes appels à 14h, je me suis inquiété, a-t-il déclaré. À 14h30, Michael Abessasod a appelé le bureau du shérif du comté de Tuolumne pour signaler que sa fiancée ne répondait pas à ses appels. L'agent de service a pris note de l'information, mais lui a expliqué qu'un adulte n'était considéré comme disparu qu'après 24 heures sans contact. Michael a insisté pour qu'une enquête soit immédiatement ouverte, invoquant des antécédents de disparition dans la région. À 16h45, l'adjoint du shérif Robert McLean est arrivé au parking de Donnell Vista. La Honda Accord argentée de Christine était garée là,
seule voiture présente à ce moment-là. La voiture était verrouillée. En regardant par les vitres, l'adjoint aperçut un sac sur le siège conducteur, un téléphone portable sur la console centrale et les clés de la voiture dans le porte-gobelet. McLean comprit immédiatement que la situation était grave. Si Christine s'était rendue à l'observatoire, elle aurait dû emporter son téléphone. Le photographe n'aurait pas laissé les clés dans la voiture. L'assistant emprunta le sentier menant à l'observatoire en appelant Christine à voix haute. Aucune réponse. Il n'y avait personne sur le site. Aucune trace de présence humaine, ni d'objets oubliés, ni de déchets. De retour à la voiture, McLean a demandé l'autorisation d'ouvrir le véhicule. À 17h30, un autre assistant et la garde forestière, Molly Fuller, se trouvaient sur place. La voiture a été ouverte. À l'intérieur, ils ont trouvé le sac de Christina avec son portefeuille, ses papiers et ses cartes bancaires. Le téléphone était chargé à 73%. La dernière activité enregistrée était un appel entrant de Michael à 12h48, resté sans réponse. Les clés de la voiture se trouvaient dans le porte-gobelet, comme l'adjoint l'avait vu à travers la vitre. Ce qui a le plus intrigué les enquêteurs, c'est l'absence d'appareil photo. Les proches de Christina ont confirmé qu'elle emportait toujours avec elle un appareil photo réflexe professionnel Canon 5D Mark III et des objectifs interchangeables dans un sac à dos spécial. Ni l'appareil photo, ni le sac à dos ne se trouvaient dans la voiture. Elle les avait donc emportés avec elle. Mais où était-elle allée? À 20h, le 7 août, une équipe de 12 personnes était à pied d'œuvre. Des adjoints du shérif, des gardes forestiers, des bénévoles du service local de recherche et de sauvetage. Le capitaine David Morales, coordinateur de l'opération, a organisé le ratissage du sentier menant au belvédère et des environs. Des lampes puissantes et des équipements de thermovision ont été utilisés. Le sentier, long de 400 mètres, a été minutieusement inspecté. Le sol, piétiné par des milliers de touristes au fil des ans, ne conservait aucune empreinte de pas distincte. Il était impossible de déterminer si Christina avait emprunté ce chemin. Sur la plateforme d'observation, une grande plateforme en bois avec une balustrade. Aucun effet personnel ni aucune trace de lutte n'ont été trouvés. Le matin du 8 août, des cynologues accompagnés de 4 chiens de recherche se sont joints à l'opération. Les chiens ont été autorisés à renifler les vêtements de Christina, fournis par son fiancé. La réaction des chiens était étrange. Les 4 animaux se sont approchés de la voiture, garés, l'ont reniflé, puis ont commencé à se diriger vers le début du sentier. Mais après 15 à 20 mètres, ils ont perdu la piste et se sont arrêtés, perplexes. Le guide Thomas Erickson, qui travaillait avec des chiens de recherche depuis 22 ans, a déclaré plus tard « Je n'avais jamais vu ça. Habituellement, soit le chien prend la piste et la suit, soit il ne réagit pas du tout. Ici, il sentait clairement quelque chose, mais la piste s'interrompait presque immédiatement, comme si la personne s'était évaporée. Au 3e jour des recherches, l'opération a pris une ampleur rare pour cette région. 280 personnes ont ratissé le territoire dans un rayon de 15 km autour du parking. Un hélicoptère des services de secours californiens a survolé la zone avec un équipement de thermovision. Des alpinistes ont inspecté les falaises abruptes et les crevasses où Christina aurait pu tomber ou descendre. Le terrain était en effet accidenté. Le capitaine Morales l'a décrit comme une vaste zone avec des dénivelés extrêmes, des canyons profonds, une végétation dense et de nombreuses cachettes naturelles. Les forêts de pins alternaient avec des falaises de granit. Les ravins profonds couverts d'arbustes étaient difficiles d'accès, même pour des alpinistes expérimentés. Plusieurs petits ruisseaux descendaient dans les pentes pour se jeter dans un réservoir. L'inspectrice Sarah Bishop
du bureau du shérif du comté de Tuolumne, chargé de l'enquête, a envisagé différents scénarios. Un accident restait l'explication la plus probable. Christina aurait pu s'éloigner du sentier pour trouver un meilleur angle pour ses photos, glisser sur la pente raide et tomber dans une crevasse. Cependant, malgré des recherches approfondies, son corps n'a pas été retrouvé. La deuxième théorie était criminelle. Quelqu'un aurait pu attaquer Christina et l'enlever. Mais il n'y avait aucun signe de lutte dans la voiture. Les caméras de la station-service la plus proche, à 35 km du lieu du drame, n'ont enregistré que le passage de la voiture de Christina à 6h42. Aucun véhicule suspect n'a été vu la suivant ou arrivant dans la région de Donnell Vista à peu près au même moment. La troisième version, celle d'une disparition volontaire, a été rapidement rejetée. Christina était heureuse dans sa relation et prévoyait de se marier en octobre. Son entreprise de photographie était florissante et elle n'avait aucun problème financier. Ses amis et collègues ont unanimement convenu qu'elle n'avait aucune raison de disparaître. 3 semaines de recherches actives n'ont donné aucun résultat. Le 28 août, les opérations de recherche officielles ont été suspendues. Le capitaine Morales a déclaré lors d'une conférence de presse « Nous avons fouillé chaque mètre dans un rayon de 15 km. Nous avons utilisé toutes les ressources disponibles. Malheureusement, Mademoiselle Newell n'a pas été retrouvée. L'enquête se poursuit. La famille de Christina, ses parents, Robert et Linda Newell, et sa sœur Jennifer, n'a pas perdu espoir. Elle a organisé sa propre équipe de recherche composée de bénévoles qui a continué à fouiller les zones reculées chaque week-end. Une récompense de 50 000 $ a été offerte pour toute information permettant de localiser Christina. Les médias locaux ont établi un lien entre la disparition de Christina et les 3 affaires de précédentes. Les journalistes ont surnommé Donnell Vista le belvédère maudit. Un journaliste du Sacramento Bee a écrit « 4 personnes en 8 ans. 4 circonstances différentes. Pas un seul corps. Pas un seul indice. Que se passe-t-il dans ces montagnes ?» Le 23 septembre 2013, exactement 47 jours après la disparition, Jack Harrington, un randonneur de Los Angeles, marchait seul dans une région isolée à 9 km au nord-ouest de Donnell Vista. Le sentier longeait une haute crête, offrant une vue pittoresque sur la vallée. À 14h20, Harrington remarqua quelque chose de brillant sur un rocher de granit plat qui dépassait de la falaise. En s'approchant, il découvrit une paire de chaussures de randonnée pour femmes. Les chaussures étaient soigneusement placées, les pointes dirigées vers le bord de la falaise. La falaise mesurait environ 150 mètres de haut, une paroi de granit abrupte descendant vers un canyon couvert de forêt. Harrington a immédiatement appelé les secours. À 16h, une équipe d'enquêteurs était sur place. Les chaussures ont été photographiées sur place, puis emportées pour être examinées. Il s'agissait de chaussures de randonnée de marque Salomon, taille 38 pour femmes. À l'intérieur de la semelle se trouvait une étiquette portant le nom K. Newell. Christina signait ses affaires, selon ses proches. Les chaussures étaient en relativement bon état, compte tenu du fait qu'elles étaient restées à l'air libre pendant plus de 6 semaines. Les semelles étaient usées et il y avait des traces de saleté et de végétation sur la partie supérieure. Les experts légistes ont déterminé que les chaussures avaient bien été placées là intentionnellement, plutôt que d'avoir été perdues ou jetées. La découverte des chaussures a donné une nouvelle orientation à l'enquête. Une équipe d'alpinistes a descendu la falaise, inspectant chaque corniche et chaque crevasse. Le fond du canyon, recouvert d'épais buissons et de rochers, a été passé au peigne fin par des équipes accompagnées de chiens. Les recherches se sont poursuivies pendant 5 jours. Le corps de Christina n'a pas été retrouvé. Aucun de ses autres effets personnels n'a été retrouvé.
Ni sac à dos avec appareil photo, ni vêtements, rien. Le détective Bishop a consulté des experts sur le comportement des personnes disparues. Le docteur Michael Turner, psychologue spécialisé dans les disparitions, a proposé plusieurs hypothèses. Enlever ses chaussures dans des situations extrêmes peut être un signe d'hypothermie. L'un des symptômes paradoxaux est qu'une personne a chaud et commence à se déshabiller. Si mademoiselle Newell a passé la nuit dans les montagnes sans abri, la température a pu descendre jusqu'à 0 degré. L'hypothermie aurait pu entraîner une désorientation et un comportement irrationnel. Cependant, cette version n'expliquait pas comment Christina avait parcouru 9 km depuis le lieu de sa disparition. Pourquoi n'avait-elle fait qu'enlever ses chaussures et les ranger soigneusement? Pourquoi son corps n'avait-il pas été retrouvé? L'affaire Christina Newell reste officiellement ouverte. Elle est répertoriée comme disparue. Ses photos et sa description figurent dans la base de données du Centre national d'information sur la criminalité. Régulièrement, des personnes signalent avoir vu une femme ressemblant à Christina dans différentes villes. Toutes les pistes sont vérifiées, mais aucune n'a été confirmée. La garde forestière Molly Fuller a démissionné 1 an après la disparition de Christina. Dans son interview d'adieu, elle a déclaré « Je ne peux plus travailler là-bas. 4 personnes ont disparu pendant mon service. J'ai l'impression de les avoir toutes laissées tomber. Cet endroit enlève des gens et nous ne savons pas pourquoi. » L'histoire de Christina Newell reste l'une des disparitions les plus mystérieuses de la Sierra Nevada. Les montagnes gardent là leurs secrets, et parfois, elles ne sont pas prêtes à les révéler. Le 2 octobre, Robert Hansen, géologue de 24 ans, s'est lancé dans une randonnée en solo dans la région des Seven Lakes, dans le parc national olympique, dans l'État de Washington. Pour un homme ayant 11 ans d'expérience au sein de l'équipe de recherche et de sauvetage des montagnes olympiques, cet itinéraire lui était familier dans les moindres détails. Robert l'avait parcouru plus de 50 fois. Personne n'aurait pu imaginer que le sauveteur le plus expérimenté ferait lui-même l'objet d'une opération de recherche à grande échelle et reviendrait avec une histoire dont il ne se souvenait pas. Robert avait prévu une randonnée de 2 jours avec une nuit au lac Hawk, un plan d'eau pittoresque entouré de denses forêts de conifères et de falaises de granit. Il s'est enregistré à l'entrée du parc le matin, informant les gardes forestiers de son itinéraire et de l'heure estimée de son retour. Le temps était typique du mois d'octobre dans le nord-ouest du Pacifique. Nébulosité variable, température d'environ 10 degrés et brise légère. Le dernier SMS envoyé à sa femme Linda est arrivé dans l'après-midi. Robert lui a signalé qu'il avait installé son campement au bord du lac et que tout se passait comme prévu. La communication dans les montagnes étant instable, Linda ne s'est pas inquiétée de ne pas recevoir d'appel le soir venu, car Robert passait souvent une journée sans donner de nouvelles. Cependant, lorsqu'il n'est pas rentré chez lui, le 3e jour, et qu'il n'a pas donné signe de vie comme prévu, ses collègues du service de secours ont donné l'alerte. Le capitaine Stephen Riley, ami et partenaire de Robert dans de nombreuses opérations, a personnellement dirigé les recherches. L'équipe a trouvé la tente de Robert exactement là où il l'avait prévu, près du lac Hoche. La tente était correctement montée, avec tous les piquets en place. Tout son équipement se trouvait à l'intérieur, son sac à dos, des vêtements de rechange, de la nourriture et un réchaud de camping. Son sac de couchage était ouvert de l'intérieur, comme s'il s'était levé au milieu de la nuit. Ses chaussures de randonnée étaient soigneusement rangées à l'entrée de la tente. Ce qui a immédiatement alerté les sauveteurs, c'est le traceur GPS de Robert, qui l'emportait toujours avec lui en tant que sauveteur expérimenté et qui avait été laissé dans la tente.
Les données du téléchargé, à partir de l'appareil, ont révélé un schéma inhabituel. À 3h17 du matin, le traceur a enregistré le début d'un déplacement vers le nord. La vitesse de déplacement était de 11 km à l'heure, ce qui est extrêmement difficile à maintenir pour une personne dans une forêt sombre, de nuit, sans éclairage et sur un terrain accidenté. La trace s'est arrêtée après 4 km dans une zone de forêt tropicale dense. Le capitaine Riley a suggéré peut-être que le traceur GPS était endommagé ou défectueux. Robert aurait pu se réveiller pendant la nuit, quitter la tente pour se soulager, marcher sur quelques dizaines de mètres et se désorienter dans l'obscurité. Cela arrive même à des personnes expérimentées. Les opérations de recherche ont immédiatement commencé. Plus de 80 personnes, collègues de Robert, gardes forestiers, bénévoles, ont ratissé la zone dans un rayon de 15 km autour du campement. Des chiens de recherche, un hélicoptère équipé d'un appareil d'imagerie thermique et des drones ont été utilisés. La forêt tropicale des montagnes olympiques est l'une des plus denses des États-Unis continentaux, avec un sous-bois épais et de nombreux arbres tombés, ce qui a considérablement compliqué les recherches. Le temps se détériorait. Il a commencé à pleuvoir et la température est tombée à 3 degrés pendant la nuit. Sans vêtements chauds ni équipement qui avaient été laissés dans la tente, les chances de survie de Robert diminuaient rapidement chaque jour qui passait. L'équipe a travaillé sans relâche, vérifiant chaque crevasse, chaque ravin, chaque section de la forêt dense. L'inspectrice Emily Chen, du bureau du shérif du comté de Jefferson, a estimé qu'un accident était le scénario le plus probable. Robert aurait pu tomber, se blesser et perdre connaissance. Cependant, les recherches intensives n'ont donné aucun résultat. Plus de 300 km² de territoire ont été fouillés. Le 21 octobre, 19 jours après sa disparition, un groupe de chasseurs a retrouvé Robert dans la vallée de la rivière Bogachel, à 28 km de son campement. Il s'agissait d'une zone que les chercheurs avaient déjà fouillée à 2 reprises. Robert était assis au pied d'un grand sapin, dans un état de prostration totale. Le chasseur Mark Davidson a raconté plus tard « Nous avons vu un homme assis, immobile. Il regardait droit devant lui, mais semblait ne pas nous voir. Nous l'avons appelé, mais il n'a pas répondu. Ce n'est que lorsque nous nous sommes approchés qu'il a cligné des yeux et tourné la tête. Il était clairement en état de choc. » Robert a immédiatement été transporté par hélicoptère à l'hôpital Harborview de Seattle. Un examen médical a révélé un état d'épuisement grave. Il avait perdu 16 kilos. Il était modérément déshydraté et présentait de multiples écorchures et égratignures sur les bras et le corps, signe d'une hypothermie prolongée. Étonnamment, ses pieds étaient pratiquement intacts, même s'il avait été retrouvé pieds nus. Le docteur Alice Martinez, neurologue qui a examiné Robert, a noté « Le patient présente les signes classiques d'une amnésie dissociative causée par un stress extrême. Les analyses sanguines ont révélé des taux anormalement élevés de cortisol et d'adrénaline, les hormones sont du stress. Cela indique que le corps du patient était dans un état prolongé de combat ou fuite. Cela se produit dans les cas de traumatisme psychologique extrême. Robert ne se souvenait de presque rien des 19 jours qu'il avait passés dans la forêt. Son dernier souvenir était celui de dormir dans une tente. Le suivant était celui d'être assis sous un arbre, tandis que des inconnus s'approchaient de lui. Tout ce qui s'était passé entre ces 2 moments était vide. Le docteur Kenneth Walsh, psychologue spécialisé dans les troubles traumatiques, a expliqué « Le cerveau se protège des expériences insupportables en bloquant l'accès aux souvenirs traumatiques. Si M. Hansen a vécu quelque chose que son psychisme a perçu comme une menace pour son existence, qu'il s'agisse d'une rencontre avec un prédateur, d'une chute
ou d'une errance de plusieurs jours dans un état de panique, le cerveau a pu effacer ses souvenirs comme mécanisme de défense. 3 griffures parallèles, chacune d'environ 35 cm de long, ont été trouvées sur le dos de Robert. La biologiste du parc, Jennifer Cole, a examiné les blessures et a suggéré « la distance entre les griffures était grande. Ce n'est pas un ours, leurs griffes laissent des marques plus rapprochées. Robert était peut-être en train d'escalader un arbre tombé avec des branches saillantes ou à glisser sur un rocher. Dans un état de panique et de désorientation, une personne peut subir de multiples blessures sans s'en rendre compte. Robert a passé 2 semaines à l'hôpital pour se remettre physiquement. Sa rééducation psychologique a pris beaucoup plus de temps. 1 mois après son retour, il a écrit une lettre de démission à Olympic Mountain Rescue. Dans sa lettre à ses collègues, il expliquait « Je ne peux plus faire confiance aux montagnes. J'y ai perdu quelque chose, pas seulement ma mémoire, mais aussi la partie de moi-même qui se sentait en sécurité dans la forêt. Je vous prie de comprendre ma décision. » Sa femme, Linda, a déclaré aux journalistes « Robert a changé. Il ne parle pas de ce qui s'est passé parce qu'il ne s'en souvient pas. Mais je vois comment il sursaute au bruit du vent, comment il évite de regarder les photos de ses randonnées. Il s'est passé quelque chose là-bas, dans ces bois, quelque chose dont son esprit le protège en refusant de s'en souvenir. » L'histoire de Robert Hansen reste l'une des plus mystérieuses de l'histoire des opérations de recherche et de sauvetage dans les montagnes olympiques. Un sauveteur expérimenté qui connaissait les montagnes comme sa poche a passé 19 jours dans la forêt et en est revenu sans aucun souvenir. La science médicale explique cela par une amnésie traumatique. Mais la question demeure, qu'est-ce qui a pu effrayer un homme qui a consacré sa vie à sauver les autres dans ces mêmes montagnes, au point que son esprit préfère oublier tout ce qui s'est passé? 2 histoires, 2 dénouements, un mystère. Christina Newell n'est jamais revenue. Ses chaussures au bord de la falaise, sa voiture verrouillée avec les clés à l'intérieur. Sa disparition sans laisser de traces est devenue un autre mystère non résolu de la Sierra Nevada. Le garde forestier qui travaillait dans la région a démissionné en déclarant « Cet endroit emporte les gens et nous ne savons pas pourquoi. » Robert Hansen a survécu, mais a perdu 19 jours de sa vie. Sa mémoire a effacé tous les événements qui se sont produits dans les montagnes olympiques. Secouriste expérimenté qui avait passé 11 ans à aider les gens dans les montagnes. Il n'y est jamais retourné. J'ai perdu quelque chose là-bas, pas seulement ma mémoire, mais la partie de moi qui se sentait en sécurité dans la forêt, a-t-il écrit à ses collègues. Les montagnes ne s'expliquent pas. Elles ne se justifient pas. Elles existent simplement, anciennes, indifférentes, gardant des secrets que l'humanité ne dévoilera peut-être jamais. Ces histoires nous rappellent que même à notre époque, à l'ère du GPS et des communications par satellite, la nature reste une force que nous ne comprenons ni ne contrôlons pleinement. Si vous connaissez des cas similaires, ou si vous avez vous-même été confronté à quelque chose d'inexplicable en montagne, partagez vos expériences dans les commentaires. Abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres histoires réelles de disparition qui défient toute logique. N'oubliez pas d'activer les notifications, car l'histoire suivante pourrait être encore plus mystérieuse. Prenez soin de vous en montagne. La nature ne pardonne pas les erreurs.